Bienvenue sur La Voie Poétique. Laissez-moi commencer cet épisode par un vol de lune. Une lune d'hiver au-dessus d'une baie du Japon du Nord. La neige a recouvert les toits des barques de pêche, les filets tendus pour sécher les pierres du quai. Tout est blanc et silencieux. Un peu comme si le monde avait décidé cette nuit-là d'effacer ses propres traces et de repartir de rien. Dans la nuit d'Izumogozaki, au bord de la mer du Japon, il y a quelque chose qui flotte. Il y a cette qualité particulière du froid quand il est assez profond pour rendre le silence visible. Et c'est là qu'il est né. Dans ce coin de monde que la plupart des cartes semblent avoir oublié. Et c'est peut-être pour cela qu'il est justement devenu ce qu'il est devenu. Un homme qui n'a jamais eu besoin que le monde s'en souvienne pour exister pleinement dedans. Il s'appelait Ryokan. Ses contemporains l'appelaient Taeko, le grand fou. Et il a passé sa vie tranquillement à Méritesna. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur La Voie Poétique. Son père s'appelait Yamamoto Inan. Il était shoya, soit chef du village. Ce qui, dans le Japon de l'époque, signifiait à la fois une certaine dignité sociale et une charge écrasante de responsabilité administrative. Mais Inan avait aussi, à côté de tout cela, un penchant pour la poésie. Il écrivait du haïku. Pas pour être publié, et certainement pas non plus pour être célèbre, mais il l'écrivait pour lui, pour la beauté de la chose, pour la beauté du geste, pour le plaisir de s'asseoir une heure et de noter ce que le monde avait dit ce jour-là. Ryokan naît en 1758, dans cette maison-là. Une maison où le chef de village gère les impôts et les conflits de voisinage, et où le soir, parfois, on entend quelqu'un noter un poème dans un carnet. C'est une transmission bien silencieuse. Personne ne lui dit « tu seras poète ». Personne ne lui enseigne que la langue peut faire cela. Tenir quelque chose de réel dans une mesure de syllabes. Mais cela passe quand même. Comme passent les choses essentielles. Et les choses essentielles ne passent pas par les mots, mais bel et bien par l'exemple d'une vie qui les habite. Ce que Ryokan prend de son père, ce n'est pas la technique, mais c'est plutôt l'idée. L'idée, jamais formulée que noter ce qu'on voit avec précision et tendresse, est une façon valable de passer le temps. Que le monde mérite d'être regardé ainsi, et que ce regard-là a de la valeur, même si personne n'en entend jamais parler. Il a 18 ans quand il entre au monastère. La décision de quitter la maison familiale et de renoncer du même geste à l'héritage de son père au rang de chef de village, à tout ce que la société de son époque considérait comme une vie réussie, eh bien cette décision, on ne sait pas très bien ce qui l'a déclenché. Les biographies parlent d'une crise, d'une période de doute intense, d'un jeune homme qui se retrouve face à des responsabilités qui ne lui ressemblent pas. La vie publique le charge de gérer les affaires du village, d'arbitrer les disputes, de collecter les impôts, et tout cela lui paraît étranger à quelque chose d'essentiel en lui, quelque chose qu'il n'a pas, sur lequel il n'a pas encore de mots en fait, pour nommer la chose.
Il entre au Koshoji, le temple zen de son village. Puis, il part étudier sous la direction d'un maître qui va absolument changer toute sa vie. Kokuzen Roshi, au temple d'Ensuji, dans la province d'Okayama, c'est-à-dire très loin de chez lui. Il reste 12 ans auprès de Kokuzen. On ne sait pas grand-chose de ces années-là, finalement. Ryokan n'en parle presque pas dans les textes, mais on peut imaginer ce qu'est la vie d'un moine zen dans un monastère Soto au XVIIIe siècle, le lever avant l'aube, la méditation assise, le travail dans les champs, les repas pris en silence, la lecture des sutras, et encore la méditation, et encore le travail, jusqu'à ce que le corps et l'esprit cessent d'être deux choses distinctes et deviennent simplement un geste qui continue de se faire dans le monde. C'est une formation qui n'est pas intellectuelle au premier chef, mais c'est une formation du corps, de la patience, de la façon d'occuper l'espace et le temps, une formation à être présent, vraiment présent, et pas seulement en théorie. Quand Kokuzen lui transmet le dharma et lui donne son nom Taïgu, le grand fou, eh bien, c'est une forme de reconnaissance. Ce n'est pas une sagesse au sens académique du terme, de quelque chose d'autre, de sa façon d'être dans le monde, avec une légèreté qui ne ressemble pas à l'insouciance et une profondeur qui ne ressemble pas au sérieux non plus. Le grand fou. Arrêtons-nous sur ce nom, parce que je pense qu'il dit tout, en fait. Si on prend l'ensemble des traditions mystiques du monde, il y a une figure qui revient très souvent, sous des noms totalement différents, avec des visages différents, mais reconnaissable à quelque chose de constant dans son rapport au monde. Les Russes appellent cela Yurodivi, l'insensé pour Dieu, le saint fou qui dit la vérité en la cachant sous l'absurde. Les soufis parlent de Mast, celui que l'ivresse divine a séparé des comportements raisonnables. Les taoïstes, quant à eux, parlent de Zenren, l'homme vrai, qui a passé de l'autre côté de la convention et vit dans la simplicité native des choses. Ryokan, eh bien, c'est cette figure dans la tradition zen japonaise. Le grand fou n'est pas un fou au sens clinique, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui a perdu l'esprit, mais c'est plutôt quelqu'un qui a traversé toutes les couches de l'esprit ordinaire. Les ambitions, les calculs, le souci du regard des autres, la peur de manquer, le désir d'être quelqu'un. Et qui a trouvé de l'autre côté quelque chose qui ressemble à l'état d'avant tout cela. Un état qu'on pourrait appeler peut-être l'enfance, si on entend par là non pas l'immaturité, mais plutôt la liberté native, le monde vu sans le filtre de ce qu'on est censé en penser. Le grand fou est sage précisément parce qu'il a renoncé à l'apparence de la sagesse. Il joue à cache-cache avec les enfants du village parce que cache-cache est, à ce moment-là, ce qu'il y a de plus réel à faire. Il oublie de rentrer chez lui parce qu'il regarde la lune. Et la lune mérite d'être regardée jusqu'au bout. Il donne ce qu'il n'a presque pas et reçoit ce qu'on lui donne avec une gratitude qui dépasse la politesse pour toucher à quelque chose de certainement plus ancien. Et vous savez, je n'y vois pas de la naïveté personnellement. C'est la naïveté revenue après un grand détour par la connaissance finalement. Après la mort de Kokuzen, Ryokan va errer. Des années de marche à travers le Japon. Et cela porte un nom, ça s'appelle Angya, dans la tradition zen. Ces périodes de pèlerinage où le moine va quitter son temple et va marcher et rencontrer et observer et va mendier
et va surtout apprendre de ce que le monde lui donne plutôt que de ce qu'un maître lui enseigne. Il a alors une trentaine d'années. Il n'a rien, mis à part un bol, un bâton et une robe. Et c'est justement dans cette pauvreté-là, c'est dans ce dépouillement presque total, que quelque chose en lui s'ajuste définitivement. Il comprend, ou plutôt il cesse de ne pas savoir, que la liberté, eh bien, ce n'est pas une chose qu'on acquiert quand on a résolu ses problèmes, mais c'est plutôt une qualité de la relation à ce qui manque. Le bol vide n'est pas un manque. Mais nous pourrions peut-être le voir comme une disponibilité. Il rentre dans sa province natale vers 1804. Pas dans le village directement, et pas non plus dans la maison de son père d'ailleurs, mais dans une petite cabane sur les pentes du mont Kugami, qu'on appelle le Gogo-han, 5 go, une ancienne mesure japonaise pour le riz. C'est tout ce qu'il faut, dit-on, pour vivre. 5 go de riz par jour. La cabane est exactement à la mesure de cette idée. La forêt monte autour de lui. En bas, au pied de la montagne, il y a le village. Et entre les deux, entre la forêt et le village, eh bien, Ryokan va passer 20 ans de sa vie. Voici, au final, ce qui se passe presque chaque matin de sa vie sur le Kugami. Ryokan descend au village avec son bol. Il frappe aux portes, doucement, sans s'imposer. Il attend. On lui donne ce qu'on peut, parfois du riz, parfois un peu de légumes, parfois rien. Et il remercie pour le rien avec la même courtoisie que pour le riz. Il repart vers la montagne où il s'arrête en chemin parce qu'il y a des enfants qui jouent dans la rue. Et c'est là que quelque chose se produit que les villageois ont raconté longtemps après sa mort et qui est devenue l'une des images les plus persistantes de sa vie. Il joue, et il joue vraiment, à cache-cache, à la balle, à toutes les choses que les enfants lui proposent en fait. Et il n'a pas l'air de faire semblant. Il n'a pas l'air d'un adulte condescendant qui joue avec des enfants pour leur faire plaisir, qui surveille du coin de l'œil l'heure, l'heure qui passe et qui passerait, qui n'aurait qu'une volonté, c'est de passer à autre chose. Non, il joue avec une concentration totale, avec une joie entière, et il y reste jusqu'au soir, jusqu'à ce que les enfants soient rappelés chez eux par leur mère, jusqu'à ce que la lumière baisse, parfois jusqu'à ce qu'ils s'endorment dans l'herbe, et qu'on le retrouve là, à la tombée de la nuit. Un vieux moine zen qui s'endort dans un pré parce qu'il a trop joué aux billes. Bien voilà notre grand fou. Et dans cette image, eh bien, il y a quelque chose qui, à mon sens, ne se réduit pas au pittoresque. Il y a une vérité sur ce que signifie être entièrement là, dans l'instant exact où l'on est, sans jamais se diviser entre le présent et ce qu'on devrait faire, sans gérer l'image qu'on donne et surtout sans garder un œil sur la suite. Cette qualité de présence totale, les enfants l'ont naturellement. La plupart des adultes la perdent, malheureusement. Et Ryokan, qui avait traversé 20 ans de pratique zen pour désapprendre ce qu'il y avait à désapprendre, l'avait retrouvé. Et il jouait aux billes. Un soir, il rentre à sa cabane et trouve la porte ouverte. Quelqu'un est entré en son absence. Un voleur, très probablement. Quelqu'un qui espérait trouver ici quelque chose, et il n'a rien trouvé, évidemment, parce qu'il n'y avait rien chez Ryokan. Il y avait une natte, il y avait un bol, il y avait quelques rouleaux de papier, et le voleur est reparti les mains vides. Ryokan s'assoit sur le seuil et regarde par la fenêtre ouverte, et la lune est là. Et il écrit « Le voleur est parti, mais il a laissé une chose, la lune dans la fenêtre. »
Ce poème est connu dans absolument tout le Japon. On l'enseigne dans les écoles, on le cite dans les conversations comme on citerait un proverbe et je dirais même une évidence. Et pourtant, chaque fois qu'on le lit vraiment, qu'on s'y arrête, qu'on lui donne les quelques secondes de silence qu'il demande, il fait quelque chose. À moi, il fait quelque chose. Parce que le voleur dans ce poème n'a rien pris. Il n'a rien pris parce qu'il n'y avait rien à prendre. Et ce rien à prendre, ce dépouillement total, est précisément ce qui laisse la lune visible. Un homme qui possède des choses à la tête pleine de ses possessions, les valeurs, leur entretien, leur perte éventuelle, alors qu'un homme qui ne possède rien a la tête libre. Et une tête libre, par une nuit de pleine lune, voit la lune. Le voleur, lui, a rendu service en ne prenant rien et lui a montré ce qu'il avait. La lune. Elle revient souvent, vous savez, dans l'œuvre de Ryokan avec une fréquence qui n'est pas une obsession, mais je la vois plutôt comme une fidélité. Il y a des centaines de poèmes où elle est présente. Non pas comme une sorte de métaphore de quelque chose d'autre. C'est pas non plus un objet de décor, mais bel et bien comme une présence réelle, comme une compagnie, presque une personne avec laquelle on entretiendrait une relation. Ce soir encore, la lune et moi, nous restons ensemble jusqu'à l'aube. La lune, dans la tradition bouddhiste, c'est l'image classique de l'éveil. Non pas l'éveil lui-même, mais le doigt qui pointe vers lui. Un maître disait « Ne confonds pas le doigt avec la lune. Regarde la lune, pas le doigt. » Ryokan regarde la lune. Toute la nuit parfois. Jusqu'à ce que la distinction entre celui qui regarde et la chose regardée commence à s'effacer doucement, sans violence, comme une frontière qui se dessinerait sur l'eau. Il y a dans ce rapport à la lune quelque chose qui va dépasser, à mon sens, l'esthétique. Même si la lune de Ryokan est belle, même si ses poèmes lunaires comptent parmi les plus beaux de la littérature japonaise, ce qui est en jeu, c'est une pratique, la contemplation prolongée de quelque chose qui ne demande rien, qui n'attend rien de vous, et qui est simplement là, complète, lumineuse, indifférente au sens le plus libérateur du terme, et qui précisément pour cela invite à une qualité de présence qui nous place ici et surtout pas ailleurs. La lune ne va pas vous poser de questions, elle ne vous demande pas ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous comptez faire demain, si vous avez rempli vos obligations. Là-haut, elle est là, dans le ciel, aussi longtemps qu'elle est là. Et puis, tout d'un coup, elle n'est plus là. Et ce mouvement naturel, être, puis ne plus être, puis être de nouveau, est peut-être la leçon la plus simple, et à la fois la plus profonde, qu'on puisse recevoir d'une nuit d'hiver au Japon. Je voudrais encore prendre un instant de votre temps pour vous parler de la calligraphie. Parce que Ryokan, c'était pas simplement un poète au sens où l'on compose des vers et où on les soumet à des éditeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'était un calligraphe. Et dans la tradition japonaise, calligraphie et poésie ne sont pas deux arts séparés. Le poème n'existe complètement que lorsqu'il est écrit à la main. Et la façon dont il est écrit à la main fait partie de son sens autant que les mots eux-mêmes. La calligraphie de Ryokan était célèbre de son vivant. Les gens lui demandaient de leur écrire des caractères. Vous savez, par des sortes de panneaux, ou par des rouleaux suspendus dans les alcôves,
pour des cadeaux parfois. Et lui, qui ne possédait rien et qui ne tenait rien, leur donnait cela librement avec cette générosité légère qu'il avait pour absolument tout. Son style calligraphique était reconnaissable entre tous. Et il n'était pas reconnaissable parce qu'il cherchait à être différent, mais parce qu'il ne cherchait pas à être quelqu'un en particulier, et que ce non cherché produisait quelque chose d'entièrement lui-même. Ces caractères ont ce tremblement particulier du pinceau qui ne force pas, qui suit le mouvement naturel de la main et du souffle. Il ressemble à ces poèmes un peu irréguliers à la surface qu'une justesse absolue dans leur rapport à l'espace qui les entoure. Les maîtres de calligraphie de son époque reconnaissaient dans son travail quelque chose qu'on ne peut pas enseigner et qu'on ne peut surtout pas imiter. Cette absence totale de pause. Cette façon d'être dans le geste sans vouloir que le geste soit beau et qui produit précisément pour cela quelque chose de beau. Il est mort, dit-on, en laissant derrière lui des milliers de feuilles de calligraphie, des dizaines de milliers de feuilles. Sa vie entière fut consacrée à prendre un pinceau, à le tremper dans l'encre et à laisser sa main dire ce que sa voix disait autrement. Et puis, il y a Taïchin. Il avait 68 ans. Elle en avait 29. Et c'était une nonne bouddhiste, poétesse elle-même. Et elle l'avait cherché. Pas pour apprendre auprès de lui au sens académique du terme, mais pour être dans le même espace que cette façon d'être qu'elle avait sentie dans ses poèmes avant même de le rencontrer. Et ils se sont rencontrés. Et quelque chose a commencé entre eux qui n'est pas forcément simple à nommer. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans une relation de maître et de disciple. On n'est pas non plus dans un amour au sens ordinaire. On n'est pas non plus dans une amitié. Mais en fait, on est tous là ensemble. On est dans une forme qui ne ressemblait à rien d'autre parce qu'il ne cherchait pas à ressembler à quelque chose de connu. Ils échangeaient des poèmes, des tankas. Ce sont des poèmes à 31 syllabes qui permettent un peu plus de longueur, dirons-nous, un peu plus de nuances que le haïku, un peu plus d'espace pour laisser la tendresse s'installer. Et Taïchin lui en envoyait, il lui répondait. Elle venait le voir à Shimazaki. Elle avait quitté la montagne pour vivre un petit peu plus bas dans le village à mesure que la maladie l'affaiblissait. Et ensemble, ils passaient du temps. Elle lui lisait des sutras quand il était un peu trop épuisé pour les lire lui-même. Et il lui écrit à un moment où la neige est épaisse et où il ne peut plus sortir. Écoutez, sans toi, cette nuit, même la lune que j'aime me semble froide. C'est un poème qui fait quelque chose à l'intérieur. Et il fait quelque chose de délicat, d'un peu douloureux, je vous l'accorde, mais c'est la façon qu'a la tendresse de s'annoncer parfois avec une légère blessure. Cet homme qui a passé sa vie à trouver la compagnie de la lune suffisante, dit ici simplement qu'il y a quelqu'un dont l'absence rend même la lune moins chaude. Je ne l'entends pas comme une contradiction avec tout ce qui précède, mais je l'entends comme une forme de complémentarité. L'éveil ne supprime pas la tendresse. Par contre, je pense qu'il la rend plus nette. Taïchin a recueilli ses poèmes après sa mort. Et elle les a classés, elle les a copiés, elle les a
publié sous le titre Ashisu no Tsuyu, la rosée du lotus. Sans elle, vous savez, la plupart des poèmes de Ryokan auraient disparu et ne seraient pas parvenus. Il n'avait pas de disciple officiel, pas d'école. Il n'avait pas de lignée organisée pour préserver son œuvre. Il n'avait absolument qu'elle. Et elle a tout donné pour que notre grand fou continue de parler. Ryokan mourut le 6 janvier 1831. Selon le calendrier lunaire, le dernier mois de la 10e année de l'ère Bunsei. Il avait 72 ans. Teichin était à ses côtés. On lui attribue comme dernier poème, ou comme un de ses derniers, les sources varient, ces quelques vers. Montrant son envers, montrant son endroit, les feuilles d'érable tombent. Chaque feuille qui tombe montre les deux faces en tournoyant, le dessus et le dessous, la lumière et l'ombre. Ce qu'on présente au monde et ce qu'on garde pour nous caché. Et dans ce tournoiement naturel, aucune des deux faces ne compte plus que l'autre, au fond. Elles font partie du même mouvement. Et le mouvement lui-même, c'est-à-dire la chute, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus réel. C'est un poème, je trouve, d'une sérénité qui n'est pas une résignation. Il y a dans ces feuilles d'érable quelque chose de joyeux, presque. Vous savez, cette façon de tomber en montrant tout, sans retenue, sans pudeur, sans essayer de montrer ce qu'on montre dans la dernière seconde. Ryokan n'a pas fondé d'école, je vous l'ai dit. Il n'a pas laissé de disciples au sens institutionnel du terme. Il n'a pas écrit de traité sur la façon correcte d'écrire des tankas. Pas plus qu'il n'a écrit de guide pour vivre dans la pauvreté ou pratiquer le zen. La seule transmission qu'il a effectuée, il l'a faite à Teichin. Et encore, cette transmission n'était pas d'une technique ou d'une doctrine, mais plutôt d'une façon d'être avec les mots et avec le monde. Et pourtant, il y a quelque chose qui passe, quelque chose que les générations successives de lecteurs japonais, puis de lecteurs du monde entier, depuis que ces poèmes ont été traduits, eh bien, reçoivent comme une forme d'évidence. Cet homme-là a touché quelque chose de réel. Ces poèmes ne sont pas des constructions habiles, parce qu'ils ne cherchent jamais à impressionner. Ils ne font pas non plus de la poésie un art réservé aux gens cultivés, qui savent reconnaître les références. Mais ils parlent à quelqu'un qu'on a absolument tous en soi. Quelqu'un qui aime la lune, qui a parfois envie de tout laisser tomber et de simplement jouer, qui connaît le sentiment d'un bol vide, et qui se demande si c'est, au fond, si grave que ça. Dans la liste des influences qui ont nourri ce podcast depuis ses débuts, Ryokan est une des plus grandes figures. Et en lisant, en préparant cet épisode, eh bien voyez-vous, j'ai compris pourquoi, avec une netteté qui m'a au fond un peu surpris. Ryokan, c'est peut-être la figure qui rassemble dans une vie, dans une seule vie, presque sans événement, tout ce que cette émission de podcast cherche à explorer. La poésie comme pratique, et non comme une performance. La profondeur spirituelle qui ne se clame pas. La face cachée qui n'a pas besoin de ses propres termes pour exister. Le fragment comme une forme naturelle d'une conscience qui ne veut pas imposer sa synthèse au monde. Et surtout, cette façon qu'ont les êtres vraiment libres de rendre le monde autour d'eux un peu plus léger et peut-être un peu plus habitable.
Ce que Ryokan nous enseigne, si on peut vraiment parler d'enseignement, à propos de quelqu'un qui n'a jamais voulu enseigner, eh bien, c'est quelque chose que la philosophie formelle a du mal à dire sans le trahir un peu. Il y a une tradition zen qui dit que la pratique consiste d'abord à voir les montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Puis après une période de travail intérieur, on ne voit plus les montagnes comme des montagnes, on comprend que tout est vide, que les formes sont illusoires, que ce qu'on prenait pour solide est traversé par de l'air. Et puis si on va assez loin, on recommence à voir les montagnes comme des montagnes, mais différemment, avec la même simplicité qu'au commencement. Et quelque chose de plus en plus, une légèreté dans cette simplicité, une façon de la tenir, sans réellement en faire un fardeau au fond. Ryokan, il est justement dans ce troisième temps. Les montagnes sont des montagnes. Et le riz est du riz. La lune, c'est la lune. Les enfants jouent à cache-cache, et c'est une merveille. Le voleur est parti et il a laissé la lune. La neige tombe sur la cabane vide, et c'est absolument suffisant. Ce suffisant-là, ce suffisant qui n'est pas une résignation, mais qui est plutôt une forme de plénitude, eh bien c'est peut-être la leçon la plus difficile, je pense, de toute la philosophie. Parce que nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que ce n'est pas suffisant, qu'il faut plus, qu'il faut mieux, qu'il faut ailleurs, qu'il faut autrement. Et la voix de Ryokan, depuis sa cabane de Sango, dit doucement « Regarde ce qui est là. Là, maintenant. C'est déjà beaucoup. » Je veux maintenant vous proposer une dernière lecture de cette vie. Depuis l'angle qui donne à ce podcast sa couleur, je pense, j'espère, particulière. L'angle de la gnose et de l'hermétisme. La lune de Ryokan, c'est une image gnostique sans le savoir. Ou peut-être en le sachant très bien, dans la langue que le zen lui a appris. La lune ne produit pas sa propre lumière. Elle reçoit la lumière du soleil et la reflète. Et c'est cette lumière réfléchie, indirecte, douce, filtrée, qui nous est donnée la nuit. À nous, qui ne pouvons pas regarder le soleil en face. Dans la tradition hermétique, on a là une image constante. La connaissance directe du principe est absolument insupportable pour l'œil humain ordinaire. On ne peut l'approcher qu'indirectement par reflets successifs. La philosophie est un reflet de la sagesse. Le symbole est un reflet de la vérité. Le poème est un reflet de ce que le poème pointe. Ryokan, bien sûr, ne dit pas cela en ces termes. Il ne théorise jamais rien. Mais chaque nuit qu'il passe à regarder la lune, plutôt que d'essayer de regarder le soleil, est une pratique, à mon sens, de cette compréhension. Et le bol vide. Le bol à aumône de Ryokan. Cette sibylle de moine zen qu'il portait chaque matin dans les rues du village, c'est l'une des images les plus riches de toute la tradition contemplative. Les hermétistes connaissent le cratère, la coupe, le creuset, le récipient dans lequel Hermès verse la raison divine pour ceux qui veulent y boire. Celui qui s'en approche et qui plonge sa conscience dans la coupe remonte transformé. Il ne revient pas instruit, mais il revient différent. Quelque chose en lui a changé, qu'on ne pourra jamais mesurer. Le bol de Ryokan est vide, et c'est pour cela qu'on peut y mettre du riz. C'est pour cela qu'on peut y mettre n'importe quoi en fait. La capacité de recevoir, cette ouverture totale à ce qui vient, sans filtre, sans préférence. C'est la condition de la transformation. Un bol plein ne peut rien recevoir. Un cœur rempli de lui-même ne peut rien entendre d'autre que sa propre voix.
Et puis, il y a la calligraphie, enfin. Le pinceau, l'encre, le papier. L'alchimie de Ryokan, c'est une alchimie du geste. Il prend quelque chose d'élémentaire. Un bâton trempé dans du noir, dissous dans de l'eau. Il le pose sur une surface blanche et de ce contact naît quelque chose qui n'existait pas. Une forme, un sens, une présence. La transmutation est absolument discrète, quotidienne. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'adanor. Mais elle est bel et bien réelle. Ce qui était vide devient porteur de quelque chose. Ce qui était blanc accueille une forme. Et cette forme, si le geste vient du bon endroit, de l'endroit du grand fou, de l'endroit de celui qui n'essaie pas d'être beau, cette forme touche quelque chose dans celui qui la reçoit. La cabane sur le Kugami était petite, un point difficile à imaginer. Pas de meubles, au sens habituel du terme, tel qu'on le connaît en Occident. Une natte pour dormir, une jarre pour l'eau, quelques ustensiles de cuisine réduits au strict nécessaire et les livres. Des sutras, des classiques chinois, des textes de poésie, et c'est absolument tout. Et dans la saison froide, le vent du Japon du Nord s'infiltrait par les interstices des cloisons mal jointes, et Ryokan y dormait dans sa robe de moine, sans s'en plaindre particulièrement. Il écrit d'ailleurs un soir d'hiver où il n'a pas pu sortir depuis plusieurs jours. « Ma cabane de chaume, même les voleurs ne s'en approchent pas. Qu'ai-je donc de si peu tentant ?» Il y a une ironie magnifique dans ce poème, légère. Elle est presque imperceptible si, au fond, on ne connaît pas l'homme, comme vous le connaissez maintenant. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a une forme de satisfaction secrète, peut-être. Celui qui n'a rien n'a pas peur de perdre quelque chose. La liberté du pauvre, quand la pauvreté est choisie, c'est pas le manque, c'est l'absence du manque. Ce n'est pas une philosophie que Ryokan énonce dans un traité, mais c'est plutôt une façon d'être qu'il démontre par la vie qu'il mène, et que ses poèmes enregistrent avec la précision d'un instrument sensible. Chaque poème de pauvreté est à la fois un constat et une confirmation. Je vis ainsi, et cela me suffit. Et même cela me comble d'une façon que posséder davantage ne comblerait pas. Il descend chaque matin au village avec son bol, et le bol revient parfois vide. Des jours où personne n'ouvre sa porte, où les gens sont pressés ou méfiants, ou simplement absents. Et Ryokan remonte à sa cabane avec son bol vide, et il n'y a rien d'amer dans cela, rien qui blesse. Il note parfois ces jours-là avec la même légèreté que les jours où le bol était plein. La mendicité terminée, dans la lumière du soir qui descend, je rentre à ma demeure vide. Ma demeure vide. Et pas un foyer triste. Pas non plus une maison misérable, mais ma demeure vide. Comme on dirait, ma demeure silencieuse, ma demeure légère. Le vide, chez lui, c'est une qualité de l'espace. Et c'est pas ce qui manque, mais plutôt ce qui est là, sans encombrement. Un espace habitable, précisément parce qu'il est dégagé. Et c'est peut-être la contribution la plus originale de Ryokan à la tradition poétique japonaise, et plus largement à la pensée humaine. Avoir fait du vide non pas une privation, mais plutôt une forme de plénitude. Avoir démontré dans les faits quotidiens, et non dans une théorie abstraite, que la vie la plus légère peut être aussi la vie la plus pleine. Pleine d'attention, pleine de présence, pleine de ce que les choses donnent quand on n'est pas trop chargé pour les recevoir, enfin. Et il faut parler aussi des silences. Il faut parler de ces silences à Ryokan. Ryokan ne parlait pas beaucoup.
Les villageois qui l'ont connu témoignent d'un homme tranquille qui surtout écoutait, plus qu'il ne parlait, qui répondait par un sourire, là où d'autres auraient répondu par une explication. Et ce silence, c'était pas de la réserve, ni non plus de la timidité, ni une forme de dédain, mais c'était absolument quelque chose d'autre. C'était la qualité du silence de quelqu'un qui a compris que la plupart des mots sont un bruit qu'on fait pour couvrir le silence, et que le silence lui-même contient plus que le bruit. Ce rapport au silence traverse l'ensemble de sa poésie. Même les poèmes les plus chargés d'émotions ont autour d'eux quelque chose d'aéré. Des espaces entre les mots où quelque chose peut respirer. On ne ressort jamais d'un poème de Ryokan avec l'impression d'avoir été submergé. On en ressort avec l'impression d'avoir été légèrement touché et d'avoir maintenant un peu plus d'espace intérieur qu'avant. Ce que Bachot captait dans le son de l'eau, et je vous renvoie à l'épisode sur Bachot qui est présent sur voixpoétique.com, eh bien Ryokan le capte dans le bruit qui s'arrête. Les deux se complètent parfaitement. Le moine qui marche et le moine qui reste. Le poème instant et le poème durée. L'impermanence a ici été saisie dans son éclat et le vide a été habité dans sa continuité. La neige tombe sur Izumozaki ce soir-là, dans mon imagination du moins, et peut-être dans la vôtre maintenant que nous avons marché ensemble jusqu'ici. Les barques sont alors immobiles dans la baie, les filets sont rentrés, le village dort, ou presque. Une fenêtre est allumée ici et là, la fumée d'un feu qui sort d'une cheminée et monte dans l'air froid. Et quelque part sur la montagne, dans une petite cabane, qui n'a plus de toit depuis des siècles, la lune passe. Et elle ne demande rien. Elle ne s'explique pas, mais elle est là, complète, froide et lumineuse, aussi indifférente à nos questions qu'au bruit des vagues sur les rochers du bas. Et vous savez, c'est peut-être cela la dernière leçon de Ryokan, que la ligne continuera d'être dans la fenêtre après que nous serons passés, que les enfants du village joueront longtemps après que les noms des adultes sérieux qui les regardaient jouer avec condescendance auront été oubliés, que le bol vide attend toujours là, attend toujours cette prochaine offrande, et que le poème, ce court poème de 31 syllabes, ou 17, ou de 20 mots en français, eh bien le poème ne pèse rien. Et pour cela, traverse le temps sans effort. Le grand fou avait raison depuis le début, en fait. Mais c'est souvent ainsi avec les fous. Ils ont eu le temps, eux, de vérifier ce dont les sages parlent, sans en être tout à fait sûrs. C'est suffisant et c'est même beaucoup. Et le grand fou, depuis sa cabane de Sango, sur le mont Kugami, sourit peut-être de nous voir chercher si loin ce qu'il avait trouvé si près, au fond. C'était Ryokan dans cet épisode, le grand fou du mont Kugami, celui qui jouait aux billes avec les enfants et qui regardait la lune jusqu'à l'aube, et qui a, peut-être dans ses gestes simples répétés pendant 40 ans, eh bien accompli quelque chose que beaucoup de philosophies sérieuses n'ont absolument pas réussi à approcher. C'était David et je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici sur la voie poétique de Ryokan.